Bonjour à vous tous, bienvenue pour ce décryptage du mercredi 8 avril que je tourne en ce moment le dimanche 4 en raison des délais de transmission, toujours avec mon petit internet. Pour les plus pressés d'entre vous, je vous rappelle que vous avez dans la description de cette vidéo, vous avez la timeline qui vous permet d'aller directement à la minute sur le sujet qui vous intéresse pour le cas où vous me trouveriez trop long. Donc décryptage un peu particulier aujourd'hui puisque ce n'est pas moi qui vais décrypter mais vous. Je vais juste vous fournir la matière première, la canne à pêche, éventuellement je vais mettre un appât au bout et vous allez prendre votre poisson vous-même. Donc je ne vais pas revenir sur les points clés de cette semaine car le but n'est pas de refaire ce que vous trouvez dans la presse plus ou moins bien fait au quotidien. Et ce à longueur de leur journée, mais bien de décrypter ce qui éventuellement n'est pas dit ou est dit entre les lignes. De plus, cette semaine, vous n'avez pas besoin de moi pour cela. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous apercevoir que le gouvernement passe d'un mensonge à un autre pour masquer, et là, sans jeu de mots, sa carence sur une de ses missions principales, à savoir la protection des biens et surtout des personnes. Mais vous avez également bien compris que globalement, on paye 40 ans, voire 50 ans, on va dire un demi-siècle de gouvernements successifs qui avaient d'autres finalités que celle-ci. En revanche, celui-ci, le gouvernement, il portera bien la responsabilité de ses choix désastreux et de sa surdité à l'appel au secours des hôpitaux avant la crise du corona. Il portera également la responsabilité du maintien du premier tour des élections avec la fermeture des écoles dès le lendemain, comme si le corona était arrivé dans la nuit en jet, quasiment, pour ne pas faire d'allusion au rapatriement de nos compatriotes de Chine. Et il portera également la responsabilité du mensonge sur l'inutilité des masques qu'on n'avait pas, donc effectivement c'était plus facile de faire croire que c'était inutile plutôt que d'avouer qu'on n'en avait pas. Et puis, dorénavant, il va assumer la responsabilité des tests qu'il habille par une communication dite de crise qui ressemble plus à de la bouillie d'avoine pour des ânes. Alors ça pose une première question à laquelle vous allez répondre. Après tout, n'a-t-on pas le gouvernement et les élus que l'on mérite? Donc vous prenez une feuille, marquez votre nom à gauche, vous avez 2 heures. Pour répondre à cette question, rappelez-vous que le coronavirus n'est pas une crise, mais une surcrise qui survient sur tout un tas de crises qui existaient déjà et qui va devoir cohabiter avec d'autres crises qui continuent d'arriver. Je prends l'exemple de l'attaque au couteau, l'attaque terroriste au couteau samedi dernier, qui a fait 2 morts et 5 blessés, de la part d'une personne que la France avait accueillie, et qui s'est aperçu en fin de compte qu'il vivait dans un pays de mécréants. Petit rappel quand même, il y a 2 semaines avant cet attentat, l'État islamique invitait ses partisans à continuer de perpétrer des attentats en France en profitant de l'occupation actuelle de nos forces de l'ordre. Et là aussi, une question à vous poser. Comment et pourquoi avons-nous laissé faire cela? Vous pouvez répondre à la question au dos de la première feuille. En revanche, comme les épreuves du bac sont annulées et qu'il sera donné en 68, mais ce n'est pas pour autant que ça va changer sa valeur, vous n'échapperez pas à la seule vraie bonne question du moment, question dont seules les évolutions du coronavirus, tant en termes de durée de l'épidémie, ou du moins de cette première vague d'épidémie, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième comme le vivent en ce moment certaines provinces de Chine, et dont dépendra également l'impact réel de ce virus sur la résilience économique, qui apporteront à elles seules durée et impact sur l'économie, qui apporteront à elles seules la réponse aux vraies questions. Vivons-nous une crise majeure et systémique ou vivons-nous le début d'un effondrement beaucoup plus global? Global
crise systémique et effondrement global, ça ne nécessite pas la même réponse et la même préparation. Donc aujourd'hui, personne n'en sait rien, pas moi plus que les autres, et dire le contraire, c'est faire de la boule de cristal, parce qu'il y a tellement de paramètres et de variables et d'inconnus qu'aujourd'hui, bien malin, celui qui, avec des méthodes classiques de prospective, arrivera à identifier un ou deux scénarios possibles, même si on commence à les voir se dessiner. Donc, l'évolution d'une crise, qui plus est, l'évolution d'une crise va dépendre ou dépend tout autant des réponses qu'on y apporte et du timing avec lequel on réagit que de la cause réelle. Et question timing et réponse, je vous laisse juger par vous-même de la performance de notre gouvernement actuel. Donc, préparer un plan de sortie de crise ou une adaptation à un nouveau monde dont l'émergence passera forcément par des adaptations que j'ai du mal à imaginer sans une part de violence. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est ce qui se passe dans nos pays, on va dire, riches. Je vous laisse imaginer ce que ça peut et ce que ça va probablement donner dans les pays en voie de développement, mais également aux USA, pays riches, où ils sont tous armés, mais où ils ne sont pas couverts et où le service sanitaire va faire défaut. Donc, cette évolution et la préparation qu'on pourrait apporter va être certainement mon point de focalisation sur les prochaines vidéos, au fur et à mesure que l'horizon va s'éclaircir un petit peu. Donc, en disant ça, je ne retombe pas dans mes travers et je fais part du hors-sujet. Je vous prépare la réponse, ou du moins, je vous prépare le sujet d'aujourd'hui. Nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle, mais vous ne les voyez pas. Je vais même repréciser la méthode qui consiste à rechercher la cause de la cause en répondant à une question qui m'a été faite par mail. Donc je vous rappelle l'adresse contact@zencrise.fr et donc ça concernait le moindre respect du confinement dans les quartiers sensibles et notamment dans le département 93. Donc encore une nouvelle question. Pourquoi avons-nous également laissé faire ça, si ce n'est faute de moyens ou de volonté? Mais sur la version papier, vous avez le témoignage d'un policier des banlieues. Je ne peux pas vous mettre le lien parce que YouTube me permet de mettre que des liens sur des vidéos YouTube, mais vous l'avez sur la version papier. Et donc, pour éviter de tomber dans le même piège médiatique que celui dans lequel est tombé notre préfet de police, concernant le non-respect de ce confinement, certes, il y a des quartiers où de toute façon, tout ce qui est respect du collectif, pour peu que ce soit républicain, c'est bafoué. Mais il y a également une autre réponse qu'on peut apporter. C'est que quand on habite dans une barre d'immeubles ou une tour qui compte plusieurs centaines de logements, il est quand même plus difficile de respecter les mesures de protection. Dès que vous touchez la rampe ou que vous montez dans l'ascenseur pour peu qu'il n'ait pas été vandalisé, vous avez de fortes chances de toucher un objet contaminé. Donc, nouvelle question sociétale, pourquoi est-ce qu'on a laissé faire dans les années 60-70 cette urbanisation où on a fait venir des paysans et des travailleurs immigrés qu'on a enfermés dans ce qu'on appelait à l'époque HLM cage à lapin. Et je sais de quoi je parle. Là aussi, je pense que le déconfinement, pour autant qu'on puisse l'appeler comme ça, qui sera progressif, nous a-t-on dit, et je ne vois pas comment il va pouvoir être progressif, mais je pense qu'il dépendra tout autant des informations, des ex-renseignements généraux sur l'acceptation de ce confinement par les diverses populations, plus que par l'avis des médecins. Et là aussi, j'introduis la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle comme bien d'autres que nous avons tous sous les yeux et que nous ne voyons pas. Nous ne la voyons pas parce qu'on nous la montre, mais également parce qu'on la regarde, nous, avec nos propres yeux, par un biais cognitif, un état d'esprit formaté, des prédispositions familiales, sociétales, culturelles, archétypiques,
et sans volonté de manipulation. C'est-à-dire que le journaliste qui nous a présenté la photo que je vais vous montrer, la diapo que je vais vous montrer, le fait en toute bonne foi, je n'en doute pas. Donc voilà, c'est une photo empruntée au journal Le Télégramme en Bretagne du 3 avril. Je vous laisse regarder et noter ce que vous y comprenez. Pour s'amuser, je vais démarrer le chronomètre et vous allez, au bout de ce laps de temps, vous ferez l'analyse de ce que vous avez lu. Donc le tic-tac démarre. Donc il ne s'agit pas ici de remettre en cause les chiffres, même si notre pays ressemble, de par son système, un peu plus à l'URSS avant sa chute, mais on n'est pas en Chine non plus. C'est-à-dire que, pour moi, si les chiffres sont également faux chez nous, ce n'est pas que parce qu'on les trafique à des fins de manipulation et autres, c'est aussi parce que dans ce pays suradministré, on a plusieurs organismes qui comptabilisent les morts dans les EHPAD, et donc soi-disant qu'on pouvait pas les publier tous les soirs du discours du directeur général de la santé. Donc voilà, le temps est écoulé. Donc regardez encore une fois ce que vous en avez lu et on va décrypter ensemble. Petite parenthèse sur ce pays suradministré, je pense que les fonctionnaires dont le salaire est par ailleurs préservé auraient été autant utiles aux urgences comme aide-soignante, voire comme caissière, plutôt que payés à la maison à rien faire, car aujourd'hui, comme ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les premiers de cordée qui tirent, mais les premiers de corvée. Et donc, il n'y a pas de raison que les rôles ne soient pas inversés et que les premiers de cordée ne fassent pas également, pour un temps, premiers de corvée. Donc, la réponse à la question après cet aparté, il s'agissait simplement de faire un calcul de tête ou avec la calculette qui ne vous servira plus pour le bac et regarder de l'autre côté de la pièce, l'autre côté que l'ombre vous cache. Eh bien, les chiffres que vous avez vus montrent en réalité qu'il y a 7% de décès parmi les cas confirmés, donc 93% de guéris, c'est ce qu'il faut y voir, ou potentiellement guéris au niveau de la France, et 5% et 95% au niveau de la Bretagne. Et là, on parle de cas confirmés qui sont à ramener par rapport à la population. Donc globalement, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a un taux de mortalité qui, bien que trop important pour les familles qui sont en deuil, reste quand même quelque chose qui ne nous est pas rappelé régulièrement et qu'il faut savoir extirper de cette masse d'informations. Cette masse d'informations qui masque donc les chiffres que l'on vient de mettre en évidence et que ce que le psychiatre et écrivain Thierry Charrier appelle notre ombre collective. Vous avez le lien qui doit se mettre, excusez-moi, en haut à gauche, le lien sur une de ces très bonnes vidéos. Et donc, ombre collective qui nous empêche de voir l'autre côté de la pièce qui est quand même moins anxiogène. Encore une fois, sans estimer l'ampleur de cette catastrophe mondiale, et encore moins ses conséquences économiques qui seront peut-être pires, car aujourd'hui en France, on a quand même mis 5 millions de personnes, soit un quart des travailleurs, au chômage. Et donc là, sans s'en apercevoir, dans le cadre des mesures d'exception, eh bien, on vient de mettre en œuvre ce qui faisait polémique avant la crise, à savoir une espèce de revenu universel. Enfin, pour l'instant, on file quand même tout droit vers la récession, donc vers la grogne, revenu universel ou pas. Si avant, certains se plaignaient à juste titre de ne pas pouvoir vivre avec 1 100 € par mois, ce n'est pas en perdant 20% de leur salaire que ça va aller mieux. Autre chiffre, sans vouloir comparer, Claude Massicard, dans un article du Point du 4 avril, nous rappelait qu'il meurt en moyenne
sur les moyennes faites sur les 7-8 dernières années. Il meurt en France 650 000 personnes par an, dont 8100 en 2018-2019 dû à la grippe H1N1 et H3N2. Et donc, même si c'est délicat de manier ce genre de chiffres, cela fait 54 000 et quelques décès par mois de façon habituelle et courante. Donc, pour finir avec les chiffres, la seule donnée fiable, à mon avis, sera celle a posteriori de l'INSEE, qui comptabilisera tous les décès, et ce, quel que soit le lieu, l'endroit, l'EHPAD à domicile ou la cause également. Voilà pour ces chiffres. À l'échelle mondiale, certains se posent la question également. Donc voilà. Par contre, j'ai rayé volontairement la dernière ligne parce que les chiffres avaient une orientation éthique et politique qui n'est pas à l'ordre du jour dans ces vidéos. Et donc, également, un autre chiffre, le tabac tue en France 1600 personnes par jour. Par contre, le tabac, lui, il est légalisé. Autre exemple criant de la part de celui qui, à mes yeux, est la pointure française sur le sujet de l'irrationalité ambiante que l'on trouve également sur les marchés financiers. En l'occurrence, Cédric Formand, mon formateur en trading, que vous trouvez également là-haut. Et si je vous dis en le citant, que pour l'instant, le coronavirus a moins fait plonger les marchés que les crises précédentes. Eh bien, je suis sûr que je ne prends pas de risque en disant que ce n'est pas l'impression que vous avez ni ce qu'on vous a vendu. Et pourtant, chiffre à l'appui, en 2008, les subprimes ont fait passer l'indice SP500 de 11 000 à 5 004, soit moins 50%. Entre 2000 et 2003, qui correspondait à l'éclatement de la bulle des technos, on a fait moins 40%, enfin l'indice américain a fait moins 40%, et en 87, on a fait moins 28%. Eh bien, si la chute des marchés a été vertigineuse parce que dans un temps historiquement record, on n'a fait que, entre guillemets, 23%. Donc encore une fois, c'est le prisme que vous avez qui fait que c'est une bonne ou une moins bonne nouvelle. De plus, aujourd'hui, il est, à mon avis, injustifié de prétendre que l'on rentre dans une période de bear market, donc de récession économique, tant que l'indice du SP500 n'aura pas passé les 2350 points, ce qui équivaut à peu près à nos 3800 points pour le CAC 40. Là aussi, l'émotion collective naturelle doit laisser la place aux chiffres et aux analyses. C'est un peu le but de ces échanges, c'est d'être capable de décrypter ce qu'il y a derrière les chiffres qui souvent sont quand même faits pour faire de l'audimat. Mais la vraie question, c'est est-ce que le sixième sens, est-ce que les marchés vont être précurseurs, marchés qui étaient déjà décorrélés de l'économie, est-ce qu'ils vont être précurseurs dans l'annonce ou est-ce qu'ils seront encore décorrélés et est-ce qu'il vaut mieux se fier à votre sixième sens plutôt qu'aux analyses techniques, c'est-à-dire le conscient contre l'inconscient. Force est de reconnaître quand même que tout laisse à penser en ce moment que côté économique, ça pue gravement. Et au vu de la situation de nos PME, on peut dire que ça craint encore beaucoup plus sur l'aspect social qui sera, à mon avis, le problème de la sortie de crise qui pourrait être jaune, teinté de jaune ou de noir. De leur côté, quand on écoute ce qui se dit à l'étranger, c'est toujours intéressant d'avoir d'autres sons de cloche. Les Russes viennent d'annoncer qu'ils s'attendent effectivement à une crise économique mondiale et même certains officiels chinois commencent à annoncer que
ou à faire passer un message comme quoi une croissance nulle pour la Chine qui prétendait quand même à 6%, ce serait pas si mal. Donc sur les 4 grands domaines systémiques que sont l'économie, la finance, le sociétal et celui qui mène la danse en ce moment, l'écologie au sens large, tout peut arriver. Et tout peut arriver, on est à ce qu'on appelle un point de bascule. Tout peut arriver dans un sens comme dans un autre, en bien ou en mal. Et pour clôturer ce petit décryptage, je vous ai annoncé la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est pas moi qui vous l'annoncerai. Donc je citerai Edgar Morin, philosophe, et puis tout ce que l'on veut, il couvre un tel spectre de compétences. Je le citerai dans un de ses MOOC, de ses formations en ligne sur la complexité, où il disait « Quelle que soit la direction dans laquelle je regarde, je ne vois arriver que des malheurs, et pourtant je reste optimiste parce qu'à chaque fois, au dernier moment, le hasard a rebattu les cartes. » Donc n'ayant pas la sagesse de ces 98 printemps, je préfère essayer de comprendre à peu près ce qui se passe, ou au moins mal, pour anticiper et me préparer au pire, car même s'il n'est jamais sûr, comme je le dis sous Zencrise, le pire n'est jamais sûr, mais il est moins stressant quand on s'y est préparé. D'autres auront des visions plus radicales, mais intéressantes néanmoins, et il y a un petit jeune qui publie également des vidéos qui sont à regarder, même si je ne partage pas forcément le côté complotiste, quoique il est bien étayé, il est intéressant. Pour la mauvaise nouvelle, donc, ce n'est pas moi qui vais vous l'annoncer, mais une brillante journaliste scientifique à qui je vais passer la parole par le biais d'un bien vidéo. Donc, cette vidéo de décryptage est composée de deux morceaux, celui que je vais clôturer là, et puis un autre que vous irez chercher via un lien. Pour ma part, bien qu'anticomplotiste par principe, et donc réservé quant aux rumeurs sur le laboratoire P4, donc laboratoire hautement sécurisé, laboratoire biologique hautement sécurisé qui existait à Wuhan et qui aurait été construit en partenariat avec l'Institut Pasteur, je m'interpelle quand même sur la nécessité qu'ont trouvé les journalistes de la presse aux ordres de se dépêcher de démonter savamment cette rumeur. Donc, je vous laisserai vous faire votre propre opinion à l'issue de la vidéo que je vais vous envoyer. Cette vidéo qui est une vidéo du magazine des sciences, personnellement, moi je l'aurais intitulée « Quand l'homme se prend pour Dieu », car elle me rappelle des propos d'Einstein au lendemain du premier essai de la bombe nucléaire, qui se demandait si l'humanité avait bien besoin de cet outil capable de rayer la Terre en entier. Donc, et à mon avis, la vidéo, ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Donc, pour finir, en ce qui me concerne, je vous remercie de me suivre sur cette chaîne YouTube en tant qu'abonné. N'oubliez pas de cocher la petite case en haut, la petite cloche bleue, pour avoir une notification comme quoi je viens de mettre une vidéo en ligne. Je vous remercie également de me suivre sur Facebook comme sur le site zenlist.fr, donc www.zenlist.fr, où vous trouverez la version papier de ces vidéos, mais aussi une bonne partie des articles publiés depuis 2011, dont certains comme le devoir de désobéissance économique et entrepreneuriale, ou d'autres sur la Chine et nos amis américains, retrouvent toute leur pertinence. Petit complément d'information sur le Zoom de la semaine dernière. Quand je vous disais que comment l'État allait nous faire les poches et récupérer l'argent qu'il nous avance, j'ai omis une importante possibilité qui pourrait par ailleurs réhabiliter une réforme mise en stand-by à l'occasion de cette crise, qui est la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que le chômage partiel qui vous est attribué en ce moment soit comme lorsque vous avez un prêt immobilier, vous avez la possibilité, en cas de pépin,
de décaler les échéances de 6 mois qui sont reportées à la fin. Eh bien, on pourrait très bien imaginer que ces 3 mois de chômage partiel vous soient reportés à la fin de votre carrière. Donc, au lieu de partir à 63 ans ou 65 ans, eh bien, ce sera 63 ans et 3 mois ou 65 ans et 3 mois. Mais dans tous les cas de figure, je ne doute pas que l'État, contrairement à ce que nous dit M. Darmanin, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire, pas tout de suite parce que sinon ça tuerait la relance économique, mais je ne doute pas que nos gouvernants jouent avec tous les outils à leur disposition. Donc on a évoqué la dette, l'impression de fausse monnaie qui va générer forcément une dévalorisation. Mais on peut imaginer une TVA à 25%, comme nous l'autorisent les traités européens. On peut imaginer une augmentation de la CSG qui sera contrecarrée par une baisse des charges sociales pour ne pas trop pénaliser le travail. La remise de l'ISF qui ferait plaisir aux gilets jaunes. La remise des impôts locaux qui ferait moins plaisir à tout le monde, ou du moins le report de la réforme des impôts locaux. Et tout ce que l'on peut imaginer pour vous confisquer. La finalité va être de confisquer l'argent de ceux qui en ont un peu, c'est-à-dire les vieux, les retraités, éventuellement ceux qui ont des biens dont on pourrait, dans le cadre d'un plan Marshall, confisquer la moitié des avoirs, et puis confisquer le travail des jeunes. Donc on confisquera l'argent de ceux qui en ont et le travail de ceux dont la seule force est celle de leurs bras. C'est un juste milieu qu'il va falloir trouver. Donc après ces 12 paroles au regard, et oui, 12 paroles au regard de ce qui vous attend avec la vidéo derrière, vidéo de Caroline Tourbe. Donc je vous laisse dans de bonnes mains. Je vous souhaite bon courage, bonne réflexion. Et puis encore une fois, prenez soin de vous, le pire attendra. Merci et à bientôt sur nos lignes. Au revoir. La suite, c'est ici.